Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette masterclass. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et avec Philippe pour parler effectivement d'un des pans majeurs de la transformation digitale de Sonepar. Merci. Avant cela, je vais juste faire un tout petit brief pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je représente EPAM, le partenaire de Sonepar dans le cadre de cette entreprise. Alors, EPAM, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, est une société américaine qui opère dans une cinquantaine de pays avec 60 000 personnes et un petit peu moins de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Forte croissance tous les ans, c'est aussi ce qui nous caractérise. Mais au-delà de ces chiffres un peu froids, je pense que ce qui nous caractérise le mieux, c'est que dans tout ce qu'on veut faire, dans tout ce qu'on fait, on ne le fait qu'à partir du moment où on arrive à bien identifier la valeur que nous recherchons pour nos clients. Donc, en fait, à quoi ça va servir? Faire de la techno pour la techno, c'est tout sauf ce qu'on veut faire. Et effectivement, donc Sonepar a reconnu en IPAM un vrai partenaire du fait de notre division spécialisée sur l'analytics, l'AI, la data, qui elle aussi est mondiale, qui elle aussi opère avec les mêmes principes que l'entreprise tout entière. Et donc du coup, on est parti il y a un petit peu moins de 3 ans ensemble pour s'occuper de l'aspect données de Sonepar et de faire de cette entreprise une data-driven company. Mais je vais laisser Philippe vous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup. Je pense que le micro marche. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis moi-même très content de participer à cette masterclass et de vous en dire un tout petit peu plus sur le voyage que nous avons fait ensemble avec IPAM autour de la data. Alors, je ne sais pas si tout le monde était présent hier, mais je vais quand même reprendre, parce que je pense que certaines personnes n'étaient pas présentes en plénière, donc je vais quand même reprendre un peu mais aussi certains messages d'hier. Vous n'allez donc évidemment pas échapper à la présentation de Sonepar, parce que je pense que c'est important. D'abord, on n'est pas si connu que cela, on est une boîte familiale qui a été créée en 1969. Et qui donc est devenu le distributeur numéro 1 dans le monde de matériel électrique en B2B. Alors matériel électrique, ce sont des choses d'ailleurs qui évoluent, puisqu'on parle aussi de beaucoup de services, de solutions de plus en plus. Et on est aujourd'hui à plus de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. On est présent dans 40 pays. Alors 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si on était coté au CAC 40, on serait dans les 8 plus grosses entreprises en termes de chiffre d'affaires. Donc je vais vous dire à quel point donc on gagne à être connu. On commence à l'être. Hein, on a beaucoup de recrutement. Je suis d'ailleurs assez frappé par ça. Il y a encore un an, c'était souvent très compliqué. Et de plus en plus, on a maintenant des candidats qui sont qui ont beaucoup plus de connaissances sur Sonepar qu'on ne le pensait. On fait aussi 10 milliards d'euros de ventes en ligne, ce qui, là aussi, nous positionnerait comme le 5e distributeur mondial dans ce secteur. Donc c'est dans la transformation digitale est pour nous une vraie réalité. Alors ce qui est important, là je passe un peu de temps parce qu'évidemment derrière ça va structurer un petit peu je dirais notre stratégie digitale et en particulier data. On a 62% de nos clients qui sont des installateurs. Donc, ce sont des artisans, ce sont des électriciens en résidentiel qui viennent chez vous refaire votre tableau électrique, votre rénovation électrique, évidemment sur des bâtiments plus compliqués et plus larges comme des écoles, des hôpitaux. Le secteur industriel qui est aussi important et qui est un point aussi stratégique pour nous. Et c'est intéressant d'avoir cette vision de segment client parce que nos installateurs, eux aussi, ont eux-mêmes ont des clients finaux et sont aussi percutés par la transformation numérique, de plus en plus de solutions plus complexes, plus connectées,
à mettre en place dans les bâtiments. Et dès lors, ça nous a imposé, du côté de Sonepar, de revoir notre approche qui a été historiquement très tournée vers nos fournisseurs. Alors je ne vais pas être caricatural, je ne dis pas qu'on était là uniquement à être passe-plat et à bouger des boîtes, mais pas loin. Et évidemment, il y a 4 ou 5 ans, on a décidé donc de réorienter complètement notre stratégie en étant plus tourné vers nos clients, de comprendre leurs différents besoins, leurs différents parcours, qui sont très différents selon les segments et parfois même sous les segments que vous avez vus précédemment, et le faire de manière articulée. On a un très très bon réseau de magasins et de branches commerciales très proches de nos clients, qui n'est pas remis en cause, mais évidemment, on l'articule avec les canaux digitaux et les canaux web et mobiles. Alors on ne le fait pas avec évidemment les technologies traditionnelles depuis 15 ou 20 ans, on le fait en s'appuyant sur un réseau et un écosystème d'innovation qui d'ailleurs, donc à l'époque, nous a conduit à travailler avec IPAM. Une stratégie omnicanal sans une supply chain qui suit et qui a le bon niveau d'automatisation n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc évidemment, la supply chain est un des gros sujets de transformation aussi chez Sonepar. Et enfin, évidemment, tout cela doit être piloté par la data, et c'est un des sujets que je veux évidemment insister aujourd'hui. Alors tout ça s'est cristallisé dans la mise en place de ce qu'on a appelé le Sonepar Data Lake, qu'on a construit en 2020, qu'on a officiellement lancé d'ailleurs avec nos fournisseurs en 2021, et qui a cristallisé autour d'une plateforme, je dirais, tout un tas de process, de cadres autour de la data à l'intérieur de Sonepar qui était, il faut le dire, il y a encore 3 ans, 3-4 ans, était extrêmement immature. Aujourd'hui, on couvre 95% de l'activité de Sonepar, ce qui en fait correspond à notre plan stratégique, où on a un certain nombre, une vingtaine de pays qui font partie de notre plan stratégique. Ça couvre aujourd'hui plus de 850 utilisateurs à travers le monde. Alors ce qui est intéressant de remettre dans le contexte business, c'est que Sonepar étant le premier distributeur mondial, on couvre à peu près une dizaine de % du marché mondial. On estime le marché à peu près 300 milliards d'euros. D'ailleurs, les 3 premiers distributeurs ne couvrent que 15%, donc c'est un marché qui est encore extrêmement... sur lequel il y a encore énormément d'opportunités, évidemment. Et évidemment, la mise en place de cette plateforme, en tout cas dans le raisonnement que cela a eu avec nos partenaires, n'était pas uniquement un événement Sonepar, mais quand vous avez une plateforme qui couvre 95% de l'activité d'une société qui couvre 10% du marché mondial, c'est je dirais un important actif dans l'écosystème dans lequel on opère. Je mentionnais hier, alors pardonnez-moi, je ne voudrais pas parler, que ça soit vu comme un manque d'humilité, mais on pourrait presque dire d'une certaine manière qu'on a un peu une sorte de Dun & Bradstreet de la donnée électrique, compte tenu de notre couverture. C'est juste mathématiquement en termes de couverture. En tout cas, c'est important pour les fournisseurs parce que ça leur donne un accès aux données du marché, de nos clients et derrière de nos marchés finaux, qui a une certaine valeur. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait, et ça c'est intéressant, on l'a fait en mobilisant plus de 400 experts à travers le monde de Sonepar, autour évidemment de tous les use cases, dont je reviendrai juste après. Et on a à peu près une 60aine d'experts donnés que l'on a recrutés, que l'on a fait grandir, que l'on a formés, qui a constitué un réseau sur lequel aujourd'hui on continue à s'appuyer. Et ce réseau, qui est d'une certaine manière, je dirais, constitue un peu la gouvernance de nos données aujourd'hui chez Sonepar, et que nous structurons encore davantage aujourd'hui. Alors,
Et alors, c'est un des points que je voudrais souligner aujourd'hui. L'approche que nous avons eue n'a pas été une approche de construire un data lake et ensuite de se demander quel problème on allait résoudre. On est tout de suite parti d'un certain nombre de use cases, en particulier un autour de la performance commerciale. Pourquoi ? Parce que la performance commerciale, d'une certaine manière, il y a encore 3 ou 4 ans, on était assez myope au niveau du groupe. On avait des données du marché et des données de performance commerciale qui, dans le meilleur des cas, étaient une vision du trimestre précédent, et encore. Et donc, évidemment, dans le marché tel qu'il est aujourd'hui et la vitesse à laquelle nous allons tous, ce n'est absolument pas possible. Donc, on est obligé, vis-à-vis, dans les conversations, évidemment, de stratégie commerciale avec nos fournisseurs, nous devions d'avoir une célérité plus importante. Donc, on s'est beaucoup concentré sur la performance, dit dans notre métier le sell-in, sell-out, qui est des termes évidemment très propres à la distribution. Et ça a été le use case qui a, d'une certaine manière, structuré tout le reste. Donc on n'a pas monté de gouvernance de données avant, on n'a pas monté la plateforme avant, et on se demandait ensuite ce qu'on allait faire. Tout est parti de ce cas-là, et qui a structuré tout le reste, et qui ensuite nous a permis d'embarquer d'autres use cases, notamment aujourd'hui beaucoup autour du marketing, y compris du marketing joint avec nos fournisseurs. On a aussi lancé la Green Offer chez Sonepar, qui s'appuie aujourd'hui sur des algorithmes qui sont développés dans le Data Lake et qui nous permet de fournir à nos clients une capacité à benchmarker l'empreinte carbone des produits et du matériel électrique de nos fournisseurs. On le fait d'ailleurs conjointement avec eux, et toute cette offre verte aujourd'hui, elle est aujourd'hui portée par le Data Lake et exposée dans nos différents canaux digitaux. Un autre point important, c'est surtout le contenu produit. Évidemment, c'est un élément. Nous achetons et nous revendons. Donc, nous n'avons pas d'IP, ce sont nos fournisseurs, ce sont donc les données que nous onboardons au sein de nos catalogues. Mais évidemment, derrière, il y a un enrichissement et de nouveaux services que nous poussons à nos clients, sur lesquels je reviendrai, qui effectivement est consommateur d'analytics et a une valeur extrêmement importante pour nos clients, en particulier dans des contextes qui ont été les contextes un peu tendus dans les 2 dernières années au niveau international. Alors c'est ce que je mentionnais, donc ce premier use case qui aujourd'hui est déjà, je parle un peu du passé maintenant, mais j'insiste, l'approche que nous avons eue, c'est d'être vraiment obsédé par la valeur. Je n'en dirai pas plus, mais c'est aussi, j'ai eu par le passé l'occasion de faire d'autres data lakes dans d'autres contextes où l'approche était un peu différente. Et c'est par ce vécu-là aussi qu'on est cette fois-ci parti plutôt d'un use case. Et aujourd'hui, on a, je dirais, un très très bon retour de la part à la fois de nos équipes internes et de nos fournisseurs, où on est capable aujourd'hui d'avoir une vision quotidienne et de sentir le marché de manière quotidienne au sein de Sonepar, alors qu'avant on avait une approche qui était très trimestrielle et très compliquée pour rassembler les données à travers toutes les entités de Sonepar. On a des données qui sont très détaillées, donc on est capable de descendre à la maille d'une SKU, à la maille d'une transaction, ce qui, dans notre contexte tendu au niveau géopolitique et au niveau sanitaire, a évidemment été important il y a 2 ans. Et enfin, surtout, de remettre l'église au centre du village au niveau de la qualité des données, puisque c'était quelque chose sur lequel il y avait très peu d'émotion, je dirais, dans notre groupe il y a encore 4 ou 5 ans,
alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur, une prise de conscience que un distributeur, il y a évidemment la qualité de ses collaborateurs, ce qui est évidemment toujours extrêmement important, la qualité de nos commerciaux, la qualité de nos experts, nos catégories managers. Mais derrière, évidemment, tout ça doit être augmenté avec une excellente qualité de données. Donc, on est un peu, mon équipe est un peu la DRH de la data, c'est ce que je veux dire. Donc, on est un peu, je dirais, et on a réussi à mettre ça, alors pour le meilleur et pour le pire, parce que de temps en temps, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais on a évidemment mis au centre, au plus haut niveau de la société, la visibilité sur la qualité de la donnée et les plans pour y remédier. Donc c'est tout ça qui a drivé. Donc c'est vraiment, j'insiste, puisqu'on parle, je veux dire, de facteurs de succès ou de pièges à éviter. On n'est pas parti dans une approche où on a construit un data lake en se posant plein de questions d'ailleurs technologiques. D'ailleurs, on dormait plutôt sur nos deux oreilles avec nos partenaires. On est vraiment parti du use case et tout cela a fait découler les architectures techniques, les choix de partenaires, les approches de gouvernance de données pour traiter le problème du use case et pas essayer de voir ou d'anticiper tous les use cases à 5 ans et d'essayer de trouver une solution technique qui les couvre. Je pense que ça, c'est un point assez important. Ça a l'air de rien, mais c'est un point capital et ça n'a pas nécessairement été, dans mon expérience, toujours le cas. Et j'ai plutôt observé que avoir cette approche-là donne plus de valeur et de crédibilité à ce qu'on fait plutôt que de partir de l'aspect technologique. Alors, je parlais de nouveaux services pour nos clients. Je voudrais en citer quelques-uns. On a... En interne, chez Sonepar, on parle beaucoup de la commande parfaite. Excusez l'anglais, perfect order. C'est un point important à comprendre parce que ça montre un peu aussi l'évolution des attentes de nos clients. Il y a encore 5 ou 10 ans, nos clients, qui sont des artisans, des installateurs électriques, ont d'ailleurs très souvent, et vous le voyez si dans votre expérience personnelle, ont souvent des marques de prédilection. Vous allez avoir un installateur électrique qui est plutôt, je sais qu'il y a Hager dans la salle, qui va plutôt être très attaché à Hager, d'autres à Legrand, etc. Bon. Mais compte tenu aujourd'hui des changements de contexte, des complexités de plus en plus importantes de la solution et de l'exigence de leurs propres clients, aujourd'hui leurs attentes sont un peu différentes. Leurs attentes, c'est d'être capable, c'est que le distributeur soit capable de leur livrer l'exigence technique au bon endroit, au bon moment. Si nous avons un client qui nous commande 100 disjoncteurs électriques Legrand à livrer à Clermont-Ferrand le 30 avril à 7h du matin sur le site du client, le client préfère avoir 100 disjoncteurs électriques Schneider qui arrivent effectivement à Clermont-Ferrand à 7h du matin le 30 avril plutôt que ces disjoncteurs Legrand une semaine après ou même quelques jours avant. Car c'est important de comprendre qu'on est sur des projets vis-à-vis de nos artisans et que l'importance du timing et de livrer en temps et en heure et sur le bon site, ce sont des attentes extrêmement importantes de la part de nos clients. Et là, évidemment, c'est là où l'intelligence artificielle, c'est là où la data science aide à être capable, pas seulement de pousser le catalogue de nos fournisseurs, mais d'être capable de trouver rapidement des alternatives. Et on a eu beaucoup de ce cas-là dans les années précédentes avec les tensions sur la supply chain au niveau mondial, parce que le Covid, parce que la crise énergétique, parce que la crise géopolitique, beaucoup de problèmes de disponibilité de stock chez certains de nos fournisseurs, et donc on doit être capable de proposer rapidement à nos clients des alternatives crédibles. C'est essentiellement d'ailleurs une affaire de productivité en ce qui nous concerne. On n'apprend rien, nos clients sont des professionnels, ils savent tout aussi bien ce qui est évidemment important pour leurs clients. En revanche, ils ont évidemment du temps intellectuel disponible qui est challenging,
Ils ont des devis à faire, ils ont des chantiers à suivre, ils ont une comptabilité à suivre. Donc évidemment, être capable de leur fournir rapidement de la productivité en leur proposant des services pertinents pour eux, c'est essentiel. Un point qui est intéressant, je disais tout à l'heure que Sonepar est parti à d'une certaine manière rediriger son attention des fournisseurs vers ses clients. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ça a renouvelé d'une certaine manière la problématique de collaboration avec nos fournisseurs. Et ce qu'ils d'ailleurs, ils comprennent très bien. Évidemment, être capable d'être tourné vers nos clients, ça veut dire qu'on doit piloter beaucoup mieux, et grâce à la data, nos fournisseurs, notamment sur, évidemment, ce soit des campagnes marketing, que ce soit la supply chain et la supply chain collaborative, que ce soit le contenu produit, qui est évidemment extrêmement important pour nous, de façon à ouvrir de notre marché. Il y a énormément de nouvelles catégories de produits aujourd'hui, et qu'on sent d'ailleurs très, très fortement avec le data lake, autour des pompes à chaleur, autour du solaire. Et ça, ce sont des informations, évidemment, ça n'est pas une surprise pour personne, mais en revanche, d'être capable de comprendre où, dans quel segment client, dans quelle géographie, ça décolle plus vite ou ça décolle moins vite, ce sont des informations que nous avons avec le détail du data lake et nous n'aurions pas avant, à part les données qui existent sur le marché, des études de marché, mais qui sont en règle générale pas forcément toujours très contextualisées. Et c'est ce type d'informations qu'on partage avec nos fournisseurs de façon effectivement à avoir une approche et un go-to-market qui soit le plus adapté possible. Green Offer, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé précédemment. Et évidemment, la performance de la supply chain, je le mentionnais, on est parfois dans des tensions au niveau des supply chains mondiales. Quand on parle avec nos fournisseurs, leurs usines sont à travers le monde. Donc on parle d'une supply chain internationale étendue à Sonepar. Et l'automatisation et la capacité à partager des prévisions de vente et des niveaux de service avec nos fournisseurs, elle est capitale pour être capable, comme je vous le disais au niveau du perfect order, de livrer nos clients en temps et en heure. Un point que je voudrais donc peut-être partager avec vous, on a, je dirais, résumé les quelques piliers, on va dire les quelques principes plutôt, qui nous ont guidés à travers la mise en place de ce cadre au niveau des données de Sonepar. Le premier, qui est un peu une conséquence, je vous disais qu'on était très orienté use case, très orienté cas valeur, en particulier sur la performance commerciale. Ce qui veut dire que quand on l'a mis en place, évidemment, on a suivi un certain nombre de principes qui sont des principes de réutilisation. À la fois parce que, évidemment, on parle de raw data qui sont des commandes, des factures, des livraisons, et donc évidemment ces données sont réutilisables dans plein d'autres contextes. Donc la manière de mettre en place tout notre cadre de management de la donnée a suivi un certain nombre de principes. On était toujours focusé sur la valeur, mais en le faisant d'une manière qui soit réutilisable pour d'autres cas d'école suivants. Le deuxième aspect, c'est autour de la qualité de données que j'ai scindé en deux. Ça peut paraître redondant. Je parle de fiabilité de données et de qualité de données. Alors, pourquoi fiabilité de données? Parce qu'évidemment, pour ceux qui ont cette expérience de data analytics dans une société, évidemment, vous êtes toujours confronté à la crédibilité des chiffres que vous sortez, en particulier avec la finance. Donc, c'est toujours un point important d'être extrêmement, j'allais dire, en relation cordiale avec les équipes financières, parce que d'une certaine manière, elles font un peu le même métier, elles produisent aussi des données, elles consolident des données. Pas au même niveau de détail, mais évidemment, je plaisantais de temps en temps avec le CFO, je disais que par rapport à la crédibilité de la tech, je pense qu'il est important qu'on soit aussi faux que la finance. Bon. C'est pour vous dire juste l'importance de la cohérence. Ce qui est normal. D'ailleurs, dans la finance a des principes de sincérité. Sincérité ne veut pas dire accuracy. Ça veut dire qu'à un moment, on est capable de tracer une donnée et d'expliquer
comment aujourd'hui on construit un bilan, une consolidation financière. D'une certaine manière, on doit le faire, on doit être capable de le faire aussi, et d'assurer et d'expliquer certaines différences qui peuvent exister avec la finance. Ça ne veut pas dire d'avoir exactement les mêmes chiffres, ça veut dire de comprendre pourquoi parfois les chiffres peuvent diverger avec les déclarations financières. La qualité des données, évidemment, là on parle d'un processus d'amélioration continue. C'est important de le mentionner, car évidemment, ce ne sont pas des sujets qu'on résout en une nuit ou en un mois. Ça nécessite, c'est d'ailleurs intéressant parce que ça a été une partie de la prise de conscience chez Sonepar que le sujet n'est pas limité au spectre d'une base de données qui s'appelle un data lake. Mais évidemment, on parle de la qualité des données dans les ERP, on parle de la qualité des données dans le CRM, on parle de la qualité des données dans les outils de supply chain. Et effectivement, on ne peut pas s'arrêter comme le nuage de Tchernobyl à la frontière de son data lake. Donc on est évidemment obligé de mettre en place un certain nombre d'un framework et d'un cadre qui dépasse le cadre purement et simplement de la plateforme de données. Et c'est quelque chose qui met du temps, qui n'est pas naturel. Et je refais le lien avec être concentré sur le use case. Vous n'aurez la concentration des acteurs autour de la qualité de données que s'ils ont un intérêt à utiliser le produit. Vous n'aurez pas le temps intellectuel disponible d'un financier ou d'une direction marketing de vous donner les directions en termes de qualité de données, en termes de langage commun, si à la fin, ils n'ont aucun intérêt à utiliser le produit. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de garder une unicité d'action entre le cas d'usage et la gouvernance. Je ne crois pas à une gouvernance absolue des données. Je pense qu'il y a une gouvernance qui est toujours contextuelle à l'utilisation de ces données. En tout cas, c'est une des leçons que nous avons retenues de cette expérience-là. Alors évidemment, on a un langage commun. On est une boîte très décentralisée, ce qui d'ailleurs est souvent le cas de beaucoup d'entreprises maintenant globales, je trouve. Enfin, c'est un constat personnel, après avec des niveaux évidemment de mutualisation un peu différents. Et évidemment avec des histoires différentes, des acquisitions au travers de la vie de Sonepar, et donc nécessairement des compréhensions sur le contenu d'une donnée qui sont différentes. Donc il y a un travail important à faire, qu'on partage d'ailleurs avec la finance, autour de l'alignement du langage commun sur qu'est-ce que l'on compte dans un sell-out, qu'est-ce que l'on compte dans... comment on reconnaît le revenu. Il y a des normes IFRS, mais il y a aussi effectivement des choses plus contextuelles et qui font que derrière, on a un gros travail avec ces experts dont je mentionnais précédemment autour de la compréhension de la même donnée. Alors, c'est souvent, maintenant c'est un peu une tarte à la crème, mais pour info, nous avons été aussi impactés par des cyberattaques. Donc évidemment, quand on met en place une plateforme de données comme le Data Lake chez Sonepar, la sécurité by design, comme on dit, est un must. Évidemment, le plus gros danger pour nous, ce n'est pas tellement le fait que la plateforme soit en arrêt, puisqu'on n'est pas non plus, on n'est pas un ERP, le business ne s'interrompra pas. En revanche, évidemment, ce sont des pertes de données, des vols de données qui sont des risques de notre côté. Et évidemment, c'est un souci de tous les jours. Alors évidemment, c'est l'autre grande transformation chez nous autour de la cybersécurité, et on est pleinement en ligne avec cette approche-là. Et enfin, on a une approche globale. Alors, l'approche, pour tout dire, c'est une traduction, un peu une mauvaise traduction de l'anglais. On parlait de global approach. Donc, je ne sais pas trop comment le traduire en français. Évidemment, alors moins que dans d'autres expériences que j'ai eues, mais quand on arrive avec une plateforme de données, il arrive aussi que dans certains pays, il y a déjà des choses qui existaient. Et donc, la capacité à la fois bien articuler les usages globaux, parce que nous avions des fonctions globales qui avaient besoin de ces données en ce qui concerne notamment la relation fournisseur,
et en même temps la réutilisation par certains pays, notamment autour du benchmark, parce que pour nous, ce qui est capital, c'est pas tellement certains pays avaient déjà des données, avaient déjà leurs propres analytics. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas nécessairement, apporté beaucoup de choses nouvelles. Dans certains pays, c'était le cas, moins dans d'autres. En revanche, la capacité à un pays et à une compagnie de se comparer aux autres, et notamment sur des relations fournisseurs ou des relations clients, est essentielle pour eux. Et d'une certaine manière, d'aligner nos politiques commerciales à travers le groupe. Donc ça, c'est essentiel et c'est ce qui est, d'une certaine manière, la valeur reconnue de cette plateforme. Oui, là-dessus, je voudrais juste rajouter qu'on apporte aussi aux fournisseurs une lecture globale qu'ils n'avaient pas forcément avant, en fait. Évidemment, ils avaient des lectures locales, c'est sûr, mais on leur apporte en plus cette vision globale de leur relation avec Sonepar au niveau mondial. Et justement, alors, on a parti sur un use case. Effectivement, on n'était pas tout seul, mais tout de suite, il a fallu qu'on pense au futur, parce qu'un use case, c'est bien, pardon, merci. Un use case, c'est bien, mais en fait, il va y en avoir beaucoup à venir, certainement. Donc, le propre de facteur de succès en termes techno, et je ne vais pas rentrer dans la technologie, mais c'est surtout d'être cohérent. Et effectivement, on a fait le choix de partir avec Microsoft. Donc, ça s'est fait à 3. Sonepar, évidemment, nous donnant la direction, le besoin, etc. etc. Et PAM, travaillant avec Sonepar sur le design, etc. Et évidemment, sur un socle qui doit être cohérent de bout en bout. Secure, évidemment, mais surtout cohérent de bout en bout, à même d'embrasser le futur. Et c'est exactement pour ça qu'on est parti avec Microsoft, où on a mis en place toutes les briques Azure dont on avait besoin, etc. etc. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, à l'avancée de l'IA, GPT, etc., etc., on peut donc inventer de nouveaux use cases qui vont concerner de meilleures analytiques, une meilleure intelligence marketing pour Sonepar, mais aussi pour ses fournisseurs, puisqu'on veut aussi que travailler avec Sonepar, cela profite grandement aux fournisseurs. Évidemment, réalité augmentée, conversation naturelle pour faciliter les échanges, aller plus vite, automatiser, etc. Et puis après, on peut aller encore au-delà aujourd'hui avec les problématiques légales, le GDPR prenant évidemment une part essentielle en Europe, les États-Unis se mettant à des choses similaires, etc. On peut appliquer l'IA justement pour être sûr que nous, Sonepar, on est évidemment compliant, mais aussi nos fournisseurs sont compliant et nos clients aussi. Et puis opérationnellement, on applique aussi à des nouveaux use cases pour faciliter grandement les opérations de nos clients, leur faire prendre des raccourcis, leur faire quelque part faire en sorte que leur projet, comme disait Philippe, soit on time, aille plus vite, et leur faire finalement éviter des étapes qu'ils pouvaient faire avant parce qu'ils n'avaient pas les informations ou l'aide de Sonepar sur un certain nombre de points décisionnels. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut anticiper beaucoup plus de choses et finalement rendre la vie de nos clients beaucoup plus facile. Et celle de nos fournisseurs, du coup, plus profitable. Et c'est tout l'intérêt. Voilà. Donc, du coup, le point important, c'est un socle cohérent, une technologie qui nous permette d'avancer vers le futur. Plus profitable pour nous aussi. Hein. Oui, mais évidemment. Pardon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Comment vous garantissez la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez au sein du groupe ? Qui sont les garants de ça ? Parce que vous avez, comme vous l'avez dit, plus de 460 experts qui travaillent sur le sujet. Alors, on a mis en place avec le légal des contrats de service
Parce que votre question est intéressante, parce que je voulais y rebondir. Dans les approches de data management aujourd'hui, évidemment, ça devient de plus en plus complexe. GDPR d'ailleurs étant un sujet. Il y a bien d'autres sujets autour des principes de minimisation des données, qui sont d'ailleurs un peu en contradiction avec une approche data lake, parce que cette approche un peu légendaire de je prends toutes les données dans un data lake et ensuite je suis autonome et j'y vais. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Quand on a des pays, on minimise ce dont on a besoin. Donc on a des contrats de services dans lesquels, revus par le légal, dans lesquels les données appartiennent au pays. Et donc, effectivement, avec un suivi très clair de comment ces données sont utilisées. D'ailleurs, avec certaines limites, puisque on doit parfois, et notamment dans certaines géographies dont je pense que vous connaissez, on doit évidemment anonymiser un certain nombre de données, notamment des données clients. Donc voilà. Donc on a ce type de. On travaille très étroitement avec le légal. C'est difficile de vous répondre globalement parce que c'est vraiment cas par cas, géographie par géographie, use case par use case. Mais évidemment, on a des contrats on va dire des contrats de service qu'on a entre nos entités. Mais c'est de plus en plus compliqué. Enfin, je pense que vous avez entendu les principes de la CNIL, notamment autour de l'usage de Google Analytics. Je pense qu'il s'impose à tout le monde. Ça pose énormément de questions. Google Analytics, par exemple, est une plateforme qui est très largement, je suppose, par beaucoup d'entre vous utilisée aujourd'hui. Et vous connaissez les impacts de son utilisation, les données qui partent aux États-Unis, des solutions recommandées par la CNIL qui sont très souvent très compliquées à mettre en place. Donc voilà, c'est un peu les cadres juridiques plus compliqués auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc il est important d'avoir une équipe data management au niveau d'une entreprise qui puisse être en dialogue permanent avec le légal. Vous faites référence à l'évolution du métier de la distribution vers du service et des solutions. Dans cette perspective-là, peut-être de la conception de projets par les installateurs, choses de ce type-là, comment vous voyez évoluer le data lake pour aborder ces sujets et en termes de use case potentiel? Alors, c'est un sujet qui est évidemment un sujet d'actualité qu'on a d'ailleurs avec nos partenaires, parce que nos partenaires sont évidemment de plus en plus, en particulier autour de toutes les solutions connectées. C'est en général, tout ce qui est solutions connectées était au départ un peu une chasse gardée de nos partenaires fournisseurs, mais eux-mêmes aujourd'hui sont confrontés à la limite de leur réseau pour adresser certains segments clients et commencent évidemment à travailler avec les distributeurs sur ces sujets-là. Ce qui d'ailleurs a des impacts beaucoup autour de la manière dont on gère les données produits, puisqu'on a une approche, on est très gouverné dans les données produits par des standards du marché, type ITIM, etc., qui ne sont pas toujours très adaptés à ce type de solution. Est-ce qu'on est plutôt sur des configurations de données plus complexes? Et donc, on doit évidemment travailler avec alors non seulement nous, avec nos fournisseurs, mais je pense d'une manière générale dans le monde, dans le métier, on a des réflexions communes autour de ces sujets dans certaines fédérations, dans lesquelles on doit évidemment revoir les approches de modèles de données par rapport à des solutions qui sont des solutions connectées, complexes, où vous mélangez du produit, du service, du software. Et ça, ce sont des choses qui sont un peu plus, qui changent un tout petit peu des produits qu'on avait l'habitude d'acheter et de revendre il y a encore 10 ans. Bonjour, merci pour cette intervention. Êtes-vous challengé sur la partie retour sur investissement de ce type d'outils et comment y répondez-vous? Pas plus tard qu'hier. Mais ce qui... c'est la raison pour laquelle j'ai insisté beaucoup. Je ne sais pas si c'est très parlant. Ça paraît rien, mais j'ai vécu d'autres expériences dans lesquelles on était plutôt parti de la solution et ensuite se poser la question de ce qu'on faisait avec. Là, on a vraiment une approche dès le départ orientée avec un business case clair de qui allait tirer la valeur de ce que l'on faisait et qui n'allait pas la tirer, la valeur de ce qu'on faisait, ce qui a permis de créer un climat de confiance sur les investissements qu'on faisait. Et donc, on a... alors évidemment, il y a toujours des questions dans le détail sur
sur des adoptions autour de cette plateforme-là, mais j'ai voulu, de par mon expérience précédente, avoir vraiment une approche. À la limite, je suis arrivé chez Sonepar il y a peut-être bientôt 4 ans. Je challengeais presque mon propre poste. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, c'est pas grave. Mais je veux dire, à un moment, si on doit engager un certain nombre de fonds et d'investissements sur ces sujets-là, il faut qu'on soit extrêmement clair sur comment aujourd'hui on monétise ces données. C'est le terme un peu à la mode, la monétisation, d'ailleurs, qui est souvent parfois compris de manière différente. C'est pas uniquement combien je vends mes données aux fournisseurs, c'est aussi combien évidemment j'attire de la valeur à l'intérieur de la boîte. Et il y a des cas qui sont plus évidents que d'autres, et c'est ce qui a conduit à guider nos premiers use cases autour du data lake. Mais on se pose, pour tous les nouveaux use cases, on se pose à chaque fois la question, mais la question est différente, puisque là on ne part pas d'une feuille blanche, ce qui était le cas il y a 4 ans. Là on part d'une plateforme qui existe déjà, dans laquelle il y a déjà des données, qu'on doit compléter, qu'on doit voir sous un autre angle, et ces questions-là on se les pose en permanence. Et du coup, une autre question, est-ce que vos partenaires participent au financement de l'outil? Je suis très intéressé par D'une certaine manière, oui, c'est évident. Qu'on s'entende sur partenaires. Ouais, voilà. Partenaires, c'est partenaires Tipipam ou partenaires nos fournisseurs? On a, d'une certaine manière, indirectement, oui, puisqu'effectivement, on a des contrats avec nos fournisseurs. Et dans ces contrats, évidemment, il y a un chapitre autour de la donnée qui est importante, et d'ailleurs qui sont des choses que l'on révise périodiquement, puisque les usages de la donnée changent. Voilà, en particulier autour des comportements de nos clients, de comprendre comment nos clients aujourd'hui interagissent avec nous. Ce sont des données qui sont importantes pour nos fournisseurs. Donc oui, de manière indirecte, on a historiquement dans ce métier des contrats de service avec nos fournisseurs. Eh ben, écoutez, merci infiniment de votre attention. J'espère que Merci ça beaucoup. vous a renseigné un peu sur la construction d'une belle entreprise comme celle-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.